Et on accueille tout de suite sur notre plateau Philippe Berthat, député MoDem du Gard, mais aussi, rappelons-le, un généticien de formation. Bonsoir, Monsieur Berthat. Bonsoir, Abdel. Merci beaucoup d'être avec C'est nous moi qui vous remercie. ce soir. Première question, je voulais savoir, l'Assemblée nationale a ratifié le texte de loi de programmation pour la recherche. Est-ce que vous pouvez nous expliquer en quoi ce texte est important ? C'est un texte que nous avons commencé à travailler il y a 2 ans, à travers une des, entre autres... Vous êtes rapporteur, je suis rapporteur d'une partie de ce texte, effectivement. C'est un texte qui définit une trajectoire pour la recherche française pour les 10 ans qui viennent. C'est ce qu'on appelle une loi pluriannuelle. Il n'y en a pas beaucoup dans l'histoire de notre pays. Il y avait celle de la défense, et il y a maintenant celle de la recherche. C'est bien sûr des moyens investis, c'est 25 milliards supplémentaires sur les 10 ans, plus 6,5 milliards dans les 2 premières années qui viennent en plus par ce qu'on appelle France Relance, le plan de relance. C'est la création de 7000 postes, c'est des changements de statut. Depuis des années. Je dirais que depuis les années 50, c'est le plus gros effort qui soit fait pour la recherche française. Et puis c'est vrai que les conditions sanitaires du moment, évidemment, ça nous a aidés à obtenir ces moyens pour notre recherche française. C'est aussi pour nos jeunes étudiants en thèse, d'autres moyens, l'augmentation du nombre de bourses de thèse. Enfin, il y a beaucoup d'aspects positifs. On espère toujours plus, parce que je connais bien le monde de la recherche, j'en suis totalement issu, mais je crois que là, on a un petit ballon d'oxygène qui va nous faire du bien, et il était temps parce que depuis ces dernières décennies, la recherche française dans les classements internationaux est passée grosso modo de la 4e à la 8e place, donc on était dans une sphère compliquée. Il faut bien comprendre que c'est notre santé qui en dépend, mais c'est aussi notre économie. On a l'habitude de parler d'économie de la connaissance. Notre économie, elle passe d'abord par la recherche. Est-ce que c'est un engagement, un aboutissement, de votre engagement il y a 3 ans en tant que député parlementaire ? Est-ce qu'aujourd'hui c'est une forme d'aboutissement de se dire « j'ai bien fait d'y aller » parce que j'ai réussi quand même à obtenir des moyens par rapport à ce qui se passait depuis de nombreuses années ? J'y suis allé pour ça. C'est pour ça que je vous pose la question. Oui, mais je réponds. Je suis effectivement un petit peu stigmatisé à l'Assemblée nationale comme l'enseignant-chercheur, en plus spécialiste des affaires de santé. Donc moi, j'y suis allé pour ma communauté, pour leur obtenir des moyens. J'y suis allé aussi pour la bioéthique, pour la génétique. Il y a de la fierté, je présume ? Oui, je me dis que j'ai pu servir à quelque chose. Et c'est toujours une question qu'on se pose quand on est élu, surtout au Parlement, c'est est-ce que je vais servir à quelque chose ? Et oui, je suis assez satisfait. On parle davantage de la crise sanitaire, si vous le voulez bien. Et là aussi, saluer, parce que vous avez été le premier, à la fin de l'été, à regretter la tenue de la Feria des Vendanges, du match, notamment du Nîmes Olympique, on en parlait il y a quelques instants, face au Paris Saint-Germain, au Stade des Costières. Finalement, cette alerte, notamment médiatique, mais vous aviez raison, si on regarde la seconde vague, qui a secoué le département du Gard. Est-ce qu'aujourd'hui, au vu de ce que Corentin nous a expliqué tout à l'heure dans le 24 heures Actu, avec ces chiffres qui sont en train de baisser, est-ce qu'on peut être un peu rassuré en se disant que la seconde vague va être derrière nous dans quelques semaines ? Moi, je suis toujours un peu le père Fouettard. Je suis vraiment attristé d'avoir eu raison fin août, effectivement. Je me souviens très bien du dialogue que nous avions eu à ce moment-là. Non, pour l'instant, il n'est vraiment pas question une seconde de baisser la garde. Je vais rien vous cacher, je suis de la naturel anxieux, et je suis anxieux par avance pour les fêtes de fin d'année. J'ai peur de la 3e vague, vous voyez. Et la 2e vague, ne nous trompons pas, on a une petite amélioration, c'est fragile. C'est extrêmement fragile. On le voit avec une trentaine de morts en une semaine bien dans sûr, le département. Le moindre relâchement se paye cash. Je crois qu'on n'a pas été très 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 bon en communication. On n'a pas été encore suffisamment dur. Je crois en particulier, je voudrais adresser ce message aux jeunes. Oui, les jeunes meurent moins du Covid, mais tout le monde est surpris dans les milieux hospitaliers par la baisse de moyenne d'âge des patients qui rentrent, en particulier même en réanimation. Et puis n'oublions pas que même si on peut avoir eu que des effets légers de cette pathologie, ce que certains à un moment donné avaient malencontreusement appelé grippette, on ne sait pas encore mesurer les séquelles derrière. Et ce qu'on appelle le Covid long nous inquiète beaucoup. C'est quoi le Covid long ? Vous pouvez l'expliquer, M. C'est Berthat ? en fait juste le fait que même si on n'a pas déclenché d'effets majeurs lors de l'infection, on a quand même des altérations. Ce virus s'attaque à peu près à tout ce qui nous constitue, notre digestif, nos reins, notre cardiovasculaire et aussi notre cerveau. Et pour exemple, en Italie, une étude a été faite suite à la première vague sur les patients qui ont été infectés. 42% d'entre eux
c'est un chiffre qui a été publié il y a une quinzaine de jours, ont des séquelles neurologiques, des séquelles d'anxiété, ont un mal-être. Donc on voit bien que c'est compliqué. Irrémédiable selon vous ? Je l'espère pas. Je l'espère pas. A priori, bon, ça pourra probablement être très très long en termes de récupération. On va avoir aussi certainement beaucoup de gens qui, malheureusement derrière, vont développer des pathologies dites chroniques qu'il faudra peut-être suivre pendant très longtemps. Depuis quelques jours, on entend parler du déconfinement. On sait qu'Emmanuel Macron, le président de la République, va prendre la parole la semaine prochaine. Est-ce que vous êtes favorable à un déconfinement à la fin du mois de novembre ou tout début du mois de décembre ? Alors tout dépend de ce qu'on appelle un déconfinement. Honnêtement, si c'est pour faire le déconfinement de l'été, ce serait une erreur et je crois que cette erreur ne sera pas faite. Il va y avoir donc forcément mise en place d'une sorte de liberté conditionnelle et il va falloir vraiment respecter les avec le retour du couvre-feu, c'est ça qu'on entend avec parler. Le retour du couvre-feu peut-être. Moi, je ne suis pas dans ces arcanes-là, dans ce circuit de décision-là. Mais vraiment, il ne faut rien lâcher. On est dans une guerre très très compliqué, un ennemi qui nous veut vraiment du mal, un ennemi que l'on ne comprend pas encore parfaitement. Je revois des résultats scientifiques publiés dans la revue Science il y a 15 jours qui nous font encore découvrir, et là on est dans de la recherche fondamentale, un mode d'action de ce virus que nous n'avions pas suspecté jusqu'alors. Donc il y a encore beaucoup de choses à comprendre. La recherche, on en parlait en introduction, c'est aussi du temps long et c'est très difficile de le faire comprendre aux gens. Quand vous avez un masque sur le nez, que vous avez une vie sans contact, assez isolée, c'est compliqué de le faire comprendre. Mais il nous faut passer par là. Tout ce que nous relâcherions maintenant, nous le paierions très très cher par la suite. Et en même temps, on a envie quand même de vous poser la question. Bien évidemment, vous êtes scientifique, bien évidemment, vous êtes dans la recherche et vous en parlez, mais aujourd'hui, les gens sont dans le temps présent aussi. On a parlé des masques, etc., mais pour les bars, pour les restaurants, on est avec Fred Jumel il y a quelques instants. Enfin, comment on fait ? On ne peut pas continuer comme ça pendant 1 an, 2 ans. Comment on fait ? Alors, je voudrais pour une fois être un petit peu optimiste quand même. Alors, c'est sûr qu'on a encore 6 mois, certainement très compliqués. Et ces 6 mois, il faut vraiment que nous soyons tous collectivement très très sérieux. D'abord par rapport à notre propre santé, mais aussi par rapport aux autres. Je crois que le mot d'altruisme n'a jamais été aussi fort qu'actuellement. Donc il faut vraiment, vraiment penser aux autres et respecter tout ce qu'on nous demande de respecter. Moi, j'ai quand même un signal positif. Je rappelle, malheureusement, ces épidémies, ici une pandémie, on n'arrête pas depuis 10 ans d'en avoir. Je ne vais pas toutes les citer. On a Ebola, on a le chikungunya, on a eu le SRAS, on a eu le MERS, on a maintenant la Covid-19. Bon, on ne va pas parler ici des origines de ces épidémies. Moi, je suis prêt à venir en parler parce que j'ai eu la chance d'auditionner les plus grands scientifiques, et vous le savez. Et donc, on voit bien que tout ça, c'est notre faute. Tout ça, c'est la faute de l'homme et de son comportement, de la façon dont nous martyrisons l'environnement. Eh bien, aujourd'hui, nous le payons. Donc, mais par contre, le signal d'espoir, c'est que, vous voyez, il y a un virus qui nous concerne encore tous, malheureusement, aujourd'hui, qui s'appelle le sida. On est dans les années 80, on n'a toujours pas de vaccin. Moi, j'étais dans cette inquiétude-là. Dans cette inquiétude de dire, est-ce qu'on va être capable d'obtenir un vaccin contre ce virus si particulier qu'est le Covid-2 ? Eh bien, manifestement, on approche. Et ça, c'est un signal d'espoir. Effectivement, parlons de ce vaccin, mais j'ai presque envie de vous poser la question, Monsieur Bertha, sur cette course aussi au vaccin. Pour l'instant, on a des communiqués de presse des laboratoires qui annoncent des résultats sur effectivement un certain nombre de personnes contaminées ou pas, avec effectivement, pour certains, le vaccin, pour d'autres, un modèle placebo. Mais est-ce qu'on a suffisamment de recul aujourd'hui ? Est-ce qu'on a suffisamment d'éléments pour être sûr que ces vaccins sont fiables ? Alors, à la fin du mois d'octobre, et mes chiffres sont, je pense, bons, il y a actuellement 248 vaccins qui sont en cours d'essai à travers le monde, et un peu plus de 50 qui ont aujourd'hui qui sont rentrés dans ce qu'on appelle la phase 3, qui est cette phase où justement on utilise beaucoup d'individus, puisque dans le cas de Pfizer, c'est 44 000, dans le cas de Moderna, c'est 30 000. Donc là, on commence à avoir des chiffres qui sont solides. Ces chiffres sont solides. Ce que n'a pas pour l'instant, par contre, pu constater et attester, c'est effectivement la protection sur les temps courts est liée. La question maintenant qui demeure, c'est est-ce que sur les temps longs, cette immunité acquise, cette protection va perdurer ? Ça veut dire, est-ce qu'on pourrait se retrouver avec un vaccin comme la grippe, avec l'obligation de se vacciner chaque année ? C'est pas exclu.
C'est pas exclu, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que la vaccination puisse nous protéger déjà quelques mois pour qu'effectivement le virus arrête de circuler. Et là, il y a un enjeu majeur. Et là, je suis vraiment venu ici pour le dire. Nous sommes un pays quand même assez incroyable. Nous sommes quand même la patrie de Pasteur. C'est bien en France que la vaccination a été inventée, a été mise en place. Cette vaccination, elle me permet, moi qui ai 60 ans, de vous parler ce soir. Il y a 50 ans, je n'aurais pas été là pour en parler, puisque l'espérance de vie était de 60 ans. Aujourd'hui, elle a dépassé les 80 ans. C'est essentiellement grâce à la vaccination et aux antibiotiques. Donc aujourd'hui, quand j'écoute, quand je lis ce que je lis de certains qui remettent en cause la vaccination, je dis pure folie. Je dis attention, attitude criminelle. Et je pèse mes mots, attitude criminelle. Ce vaccin, on va l'avoir. Restons calmes. Moi, je le situerai plutôt deuxième trimestre 2021. Est-ce que ça sera le Moderna? Est-ce que ce sera le Pfizer? Il y en aura plein d'autres. Et j'espère que nous aurons plusieurs solutions vaccinales, ce qui va détendre un petit peu le climat. Mais est-ce qu'on aura mesuré d'ici là les éventuels effets secondaires? On sera sur des reculs de 5-6 mois. Alors, les effets secondaires... C'est suffisant pour un vaccin? Oui, c'est suffisant. Honnêtement, les effets secondaires, il faut comprendre ce que c'est qu'un médicament et ce que c'est qu'un vaccin. Ce n'est pas exclu de risque. Moi, je peux, demain, par un excès de paracétamol, mourir. Chaque médicament porte en lui une part de risque. On ne travaille pas comme ça en santé et en épidémiologie. On travaille sur un rapport bénéfice-risque. Et on essaye d'avoir le plus de bénéfices, mais on ne pourra jamais totalement éliminer le risque. Alors rencontrer quelqu'un qui a rencontré quelqu'un dont le fils a été malade suite à une vaccination, ça peut exister. Bien sûr, il y aura toujours quelques cas, mais ça ne remettra jamais en cause la globalité et le fait aujourd'hui de nous sauver de ce virus. Selon vous, à partir de quel pourcentage de population vaccinée en France on pourra revenir à une vie normale? Alors moi, je vais répéter ce que j'entends. Je ne suis pas immunologiste. J'ai auditionné des gens comme Alain Fischer qui savent de quoi ils parlent, puisque notre collègue académicien est parmi les meilleurs au monde. Il faut au moins que 60-70% de la population soit effectivement immunisée. Donc il faut le rendre obligatoire ? Le rendre obligatoire, je pense que ce serait, vu les tensions, vu l'atmosphère, je pense que ce ne serait pas forcément la meilleure des solutions, parce que le français est suffisamment frondeur pour que, si je le rends obligatoire, ils finissent par s'y opposer. Non, je pense que pour l'instant, le travail que nous devons tous faire collectivement, les scientifiques, les médecins, les journalistes, c'est un travail de pédagogie. Parce que nous n'avons pas le droit de passer à côté de cette chance vaccinale. Comment, c'est ma dernière question, organiser les campagnes de vaccination? Je sais que, bien évidemment, il y a des réflexions déjà au sein de l'État, du gouvernement. Vous avez une idée aussi, où vous imaginez qu'il y a une organisation qui peut se mettre en place? Est-ce que c'est une vaccination dans les pharmacies? Est-ce que c'est une vaccination qui doit passer obligatoirement par les hôpitaux ou les cliniques privées? Ou chez les médecins? Je pense que, vu le nombre d'individus à vacciner, il faudra probablement faire appel à toutes ces alternatives que vous proposez. Je pense que ça ne va pas se faire comme ça. On va d'abord vacciner les populations les plus à risque. Vacciner les populations les plus à risque, c'est-à-dire au-delà de 65 ans, certainement, et effectivement toutes les populations dans le monde médical, chez les aidants, chez les accompagnants, dans les EHPAD. Voilà la première cible, parce que c'est quand même eux qui payent le plus leur tribut, globalement. Et puis après, bien sûr, progressivement. Alors après, il y a aussi un problème de ce qu'on appelle de bioproduction. Vous savez, l'objet, c'est quand même de produire 7 milliards, voire même 7 milliards que multiplie 2, puisque sur les propositions vaccinales du moment, c'est 2 injections. Il faut produire 14 milliards de doses. C'est-à-dire que c'est une situation dans laquelle nous ne nous sommes jamais trouvés. C'est une première. Aujourd'hui, tout est une première autour de ce vaccin. Donc, on va, j'espère, organiser au mieux les choses, faire en sorte que le maximum de gens puissent y accéder au plus vite. Le secret aussi, je pense, ça sera... Vous avez parlé de 2 vaccins, il y en aura d'autres. D'accord. Il y en aura d'autres, avec peut-être aussi d'autres process. Le process actuel... Une accessibilité peut-être plus simple. Voilà, les virus à ARN qui sont une première mondiale. Franchement, c'était vraiment pas gagné. C'était un pari très osé. Ça a l'air de bien fonctionner. Il y a parmi les 52 que j'ai cités qui sont actuellement en phase 3, il y a des solutions beaucoup plus classiques de virus inactivés. Il y a la solution pasteurienne, par exemple, de l'Institut Pasteur et de Sanofi. Mais celle-là n'arrivera qu'en fin d'année 2021, apparemment. Oh, ça arrivera certainement plus tôt. Laurent,
Un mot quand même, effectivement, sur cet échange avec Philippe Berta. Vous en pensez quoi, vous? Déjà, est-ce que vous êtes favorable à la vaccination? Et ce Covid, comment vous l'avez vécu? Est-ce que vous en avez peur pour vos enfants, pour votre épouse, peut-être pour vos parents également? Moi, déjà, je voudrais féliciter monsieur qui est à côté de moi parce que son discours est clair et limpide et je crois que je n'ai plus appris en 3 minutes que ce que j'entends depuis 6 ou 7 mois. Ouais, moi, bien sûr que j'en ai peur et de ne pas en avoir peur serait être inconscient. Je suis quelqu'un de téméraire, mais pas fou. Donc, s'attaquer et se penser plus fort que ce virus serait une grosse bêtise. Oui, je suis quelqu'un de craintif sur la maladie, donc bien sûr que j'en ai peur. Je respecte les gestes barrières depuis le début. J'étais un des seuls dans l'Assemblée à Nîmes Métropole à avoir le masque le jour du premier conseil. Donc c'est que déjà j'avais pris conscience de la gravité de la situation. Ça me fait pas occulter par contre la souffrance que passent nos commerçants, que passent les citoyens qui ont des boutiques, qui ont des agences immobilières, qui ont des magasins de vêtements, parce qu'il n'y a pas que les cafetiers et les restaurateurs, même si eux ils sont en souffrance. Moi aujourd'hui, je suis bien placé pour en parler puisque mon épouse est agent immobilière, on a une agence et elle ne peut pas faire de visite. Donc c'est quelque chose quand même qu'il ne faut pas occulter parce que je ne sais pas comment on va se relever de tout ça. Maintenant, et le vaccin, ça vous fait peur? Ça vous fait moi, pas le peur? vaccin, s'il y en a 50 de fabriqués, je me ferai vacciner 50 fois. Voilà. D'accord. Tout simplement. Bon, au moins, c'est très clair. Voilà. Monsieur Berta, un dernier mot peut-être? Non, déjà, que vous merci voudriez... à Laurent parce que effectivement, c'est important que des témoignages se multiplient dans ce sens-là. Moi, je voudrais aussi mentionner que l'histoire se répète un peu autour de ces pandémies. On a beaucoup vu de décrits sur la grippe espagnole en 1918. En tout cas, il y a un marqueur qui est clair. Et le préfet le rappelait d'ailleurs la semaine dernière, c'est que ça touche essentiellement les populations déjà les plus démunies. C'est facile à comprendre parce que les messages sont plus difficiles à leur parvenir, parce qu'ils vivent dans des conditions du quotidien qui sont certainement pas des conditions idéales, dans des petits logements. Ensuite, ce sont des populations qui ont aussi déjà des difficultés nutritionnelles. On sait très bien que si on regarde l'obésité, par exemple, et on sait que c'est une comorbidité qui est un petit peu assez complexe si le Covid se rajoute dessus, eh bien ça touche ces populations défavorisées qui sont, au cours de l'histoire, ça a toujours été le cas, les populations les plus touchées. Donc il faut protéger ces populations, il faut leur expliquer, il faut leur faire comprendre. On a là un marqueur social terrible, et je rejoins Laurent aussi sur comment on va s'en sortir. Comme j'ai l'habitude de dire, on est en guerre. Moi, le terme ne m'a pas choqué. L'après-guerre va être très compliqué. Dans une guerre dite classique militaire, dans l'après-guerre, on reconstruit. Là, il s'agira de nous reconstruire psychologiquement, de retrouver du travail pour le plus grand nombre au plus vite. Mais c'est sûr que le coût social, économique et social de cette pandémie, il est devant nous. Pour l'instant, on a un pays, et on est, je crois, les seuls au monde, je ne pense pas que les gens le remarquent, mais où on a pu bénéficier d'autant d'aide pour essayer de passer ce cap-là. Oui. On parlait effectivement avec Fred Jumel de la situation des artistes en Angleterre, par exemple, où c'est juste dramatique, où même le Royal Albert Hall est en train de vendre tout son patrimoine pour essayer de survivre. Bon, nous, il y a encore des aides, mais ça a des limites. Ça a des limites parce que les budgets ont des limites. Donc il faut qu'on s'en sorte au plus vite. Et je le redis, c'est juste à nous de jouer. C'est pas la peine d'attendre un État prodigue, un État miraculeux. C'est à nous de savoir réagir par rapport à ce virus. Merci beaucoup, Monsieur Berta, d'avoir été avec nous, député du Gard, rappelons-le.